Bonjour, sur les docs, l'heure du documentaire sur France Culture. Suite de notre série consacrée aux faits divers. C'est en l'an 2000 que Madame Eliane Kabyl, 64 ans d'origine martiniquaise, est hospitalisée une première fois pour une douleur au mollet. Elle retourne à l'hôpital en janvier 2001 pour anémie et meurt quelques semaines après, le 13 février 2001, selon la déclaration de décès. Que s'est-il passé? À la demande de la famille qui veut connaître la vérité, le corps d'Eliane est exhumé. Là commence une sorte de conte d'horreur. Tout de suite, écoutez le documentaire de Khaled Silmohand et Gilles Davidas intitulé « La double disparition d'Eliane Kabyl ». Aujourd'hui, nous pensons, on se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas eu prélèvement d'organes, d'autant plus qu'il y a eu cette ouverture de l'épaule vers la poitrine qui n'est pas mentionnée, donc on se demande pourquoi cette ouverture n'a pas été mentionnée, alors qu'elle était initialement soignée pour son mollet, et si vraiment cette cicatrice s'est faite dans des conditions d'une opération ou je ne sais quoi, pourquoi ne pas le dire simplement? Voilà, on a dû opérer parce qu'il y avait ceci, cela, ils n'en parlent même pas, ils font abstraction totale de cette ouverture. Il y a que la famille qui mentionne, qui pose la question, pourquoi cette ouverture? La double disparition d'Eliane Kabyl. En fait, ce qui est difficile dans cette histoire, c'est on ne sait pas si on doit croire ce qu'on voit, on doit croire ce que les médecins, les infirmiers nous disent. Moi, je vois que ma mère est en train de mourir, mais eux vous disent qu'elle meurt pas, qu'elle sortira jeudi prochain, que tout va bien. On a un dossier médical qui permet pas de se faire un début de commencement d'idée et on a simplement un diagnostic post-mortem sur une autopsie et on en reste là. C'est ça c'est la première fois que je vois un dossier aussi compliqué. Mort suspecte, confusion sur l'identité du cadavre autopsié, disparition de corps, cage thoracique d'enfant dont le cercueil censé abriter le corps de la défunte, vice de procédure au moment de l'exhumation, suspicion de trafic d'organes. L'affaire Kabyl recèle tous les ingrédients d'un polar moderne avec tous les protagonistes habituels. Médecins légistes, avocats coriaces, police dépassée, justice lente et aphone. Si l'affaire a suscité la curiosité de quelques journalistes, elle n'a jamais défrayé la chronique malgré son caractère macabre, ni acculé les personnes mises en cause à s'expliquer devant une cour de justice. Nous n'entendrons d'ailleurs aucun des protagonistes qui se sont abrités soit derrière le secret de l'instruction, soit derrière le secret médical. 3 juges d'instruction se sont succédés sur l'affaire, autant de procureurs sans qu'aucune réponse satisfaisante n'ait pu être apportée à la famille de la défunte Eliane Kabyl, décédée mystérieusement en février 2001. Tout commence un matin froid de décembre 2000 à Sarcelles, en région parisienne. Un matin, elle se lève et elle me dit vraiment qu'elle a mal au mollet, elle boitait, et donc du coup, elle est allée voir son médecin, et en allant voir son médecin, par précaution, donc il l'a hospitalisée, tout simplement pour voir s'il n'y avait pas un risque, de phlébite en tout cas. Thierry Kabyl. Donc elle a fait tous les examens nécessaires. Ce qui était, nous on s'est pas inquiété, puisque c'est vrai que c'était qu'une douleur au mollet. Elle est ressortie avec quand même un certain traumatisme, puisque elle avait subi une ponction lombaire, et donc c'est une ponction lombaire. C'était pour lui prélever donc de la moelle épinière. Et ça a été vraiment, elle nous expliquait comment ça s'est fait, c'était extrêmement douloureux. Et ce qui s'est passé donc par la suite, comme elle avait toujours donc cette douleur, une de ses sœurs inquiètes m'appelle en me disant mais Thierry, c'est pas normal qu'elle ait toujours mal, surtout qu'ils lui ont donné aucun soin, ils lui ont pas dit pourquoi elle avait mal, pourquoi elle est rentrée, pourquoi elle sort, donne-moi le numéro du docteur, il faut que j'appelle. Donc effectivement, je lui donne le numéro, elle appelle, c'était un samedi, et là, que se passe-t-il? Elle a le docteur au téléphone et il lui dit vous tombez bien, justement vous tombez bien. Je m'apprêtais à appeler votre sœur car il faut qu'elle rentre en urgence à l'hôpital.
Alors, fait surprenant, c'est que la veille, donc le vendredi, notre maman était passée voir donc son médecin et il ne lui a pas dit, il ne lui a rien dit sur le fait que le lendemain, elle devait rentrer en urgence à l'hôpital. Pourquoi? On ne le sait pas. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait partie des questions que nous nous posions où nous n'avons pas la réponse, puisque la réponse n'a pas été donnée. Et donc là, on s'inquiète tous parce que on se dit mais si c'est vrai, parce qu'elle avait toujours mal au mollet, on s'est dit et si c'est une phlébite, s'il y a un caillot de sang qui remonte jusqu'au cœur, et donc ce serait fatal. Donc on s'était vraiment inquiet et donc du coup, mon petit frère Laurent a eu le réflexe d'appeler l'hôpital parce qu'il s'est dit bon si c'est vrai, le meilleur moyen c'est d'appeler l'hôpital. Là au moins on aura la bonne version. Et effectivement, en appelant l'hôpital, il découvre qu'une chambre était réservée et qu'il faut effectivement qu'elle rentre en urgence à l'hôpital. Ce que notre sœur a fait avec son ami, ils ont emmené donc notre maman en urgence à l'hôpital. Et là, ils découvrent, en passant donc par les admissions, c'est vrai, votre maman doit rentrer pour une vérification pour voir si elle n'a pas une phlébite. Vu l'heure, faut passer aux urgences et à ce moment-là, on lui dit aux urgences Madame Kabyle, c'est bien, vous allez rentrer, ça va pas être long, on va vous mettre une simple anémie. Alors donc c'est déjà pas la même version et en rigolant, elle lui dit on va vous mettre sous OPO. OPO, c'est ce fameux dopant là que certains cyclistes ont utilisé. Par contre, bon, c'est vrai que ça a détendu l'atmosphère, mais bon, notre maman avait quand même en souvenir encore cette ponction lombaire et les larmes lui ont coulé des yeux parce qu'elle ne voulait absolument pas rester dans cet hôpital. Et bon, on lui a dit que c'était pour quelques jours, qu'ils allaient donc la mettre sous OPO dès lundi. Donc notre maman, elle est restée jusqu'à son décès. Moi, je pense que ma mère est assassinée parce que les 2 séjours de ma maman, donc Lucie Kabyle, notamment le dernier, parce que c'est à cette issue-là, elle est décédée. J'y allais tous les jours, moi, voir ma mère. Donc j'ai vu son état se dégrader. Au départ, c'est vrai que je me suis pas posé trop de questions parce que son médecin traitant de l'époque, donc plus de 30 ans, que ma maman le connaissait, l'avait envoyé justement là-bas pour faire un examen, une radio, ce qu'on appelle un Doppler, pour savoir justement si elle avait un caillou de sang, parce qu'elle se plaignait d'avoir mal au mollet. Et à cette issue de cet examen, il y avait pas de caillou, ils l'ont gardé, donc c'est sa première hospitalisation. Elle va en ressortir sans avoir eu de soins, mais par contre des examens, donc les fameux Doppler, des prises de sang, et elle ressort comme ça. Elle va re-rentrer à l'hôpital donc le 27 janvier pour 2001, oui, pour décéder donc le 13 février 2001. Et pendant ce séjour, elle va avoir moins 10 prises de sang par jour, alors que la première hospitalisation, il décèle une anémie. Moi, je pensais qu'on allait lui donner du sang, mais là, apparemment, on lui prend. Et c'est vrai que toujours pareil, dans le même état d'esprit, on peut pas croire en fait que vous êtes dans un hôpital et qu'on vous êtes. Au départ, je pensais pas qu'il assassinait, je comprenais pas trop, mais je me suis dit bon, il y a son médecin qui est derrière, on est dans un centre hospitalier. Bon, j'ai fait confiance. Donc 10 prises de sang à peu près par jour, que des examens, des radios, elle a fait aussi des radios des os. Les résultats de chaque examen correct, rien du tout. Elle n'a rien, mais il continue. Tout son séjour, ça va être ça. Prélèvement, jusqu'à un moment donné où là, c'est plus possible parce qu'on voit que elle a pris 100 ans, elle parle plus, elle marche plus, elle mange plus, elle a amaigri. Donc là, on s'est dit non, c'est pas possible. On voit les médecins, on dit voilà, on va faire un transfert. On a déjà pris contact avec l'hôpital. Donc c'est un hôpital spécialisé dans le sang, c'est l'hôpital Saint-Louis à Paris. Donc on a fait cette demande et l'hôpital s'est refusé catégoriquement de la laisser sortir. Le lendemain, il la descend en réanimation. Parce qu'il y a un manque de personnel à l'étage, en fait parce qu'ils nous disent qu'il y a une grève, tout simplement, et qu'il y a pas de médecin à l'étage, et qu'en réa, il y a toujours des médecins, c'est obligatoire. Donc, ils la descendent, et nous, on est contents parce qu'on se dit, voilà, ils prennent en charge maman, même là, il n'y a pas de médecin, c'est la grève, et ils la descendent. Ce soir, elle aura 1 kilo de sang, et demain matin, elle en aura un autre. Et là, on est d'autant plus contents parce qu'on sait qu'elle a une anémie, ça veut dire qu'en fin de compte, il lui faut du sang. Donc on pense vraiment qu'il s'en occupe. Alors que quand elle descend, donc ce fameux vendredi, elle a un appareil qu'on met sur les doigts, c'est pour le cœur. Et en fait, l'appareil le médecin va les mettre sur les pouces, sur tous les doigts, et en fait l'appareil continue à sonner. Il y a une infirmière qui rentre et il lui dit j'ai pas une bonne courbe. En fait, c'est ce que maman est en train de mourir, mais moi
je comprends qu'il y a quelque chose qui se passe, mais en même temps, quand je lui pose la question, mais qu'est-ce qui se passe, il me dit qu'on est dans une chambre où il y a beaucoup d'appareils, et donc en fait, maman est froide parce qu'ils sont obligés de faire en sorte qu'il y ait une certaine température. En gros, il me fait comprendre que c'est une salle d'informatique, quoi. J'y crois encore. En fait, ce qui est difficile dans cette histoire, c'est, on ne sait pas si on doit croire ce qu'on voit, ou on doit croire ce que les médecins, les infirmiers nous disent. Moi, je vois que ma mère est en train de mourir, mais eux vous disent qu'elle meurt pas, qu'elle sortira jeudi prochain, que tout va bien. Il y a quand même, si vous voulez, des choses que je comprends pas. C'est que tout va bien du 27 janvier au 7 février, d'après tous les documents et les analyses. Docteur Courtois. Le 7 février, on a une fièvre qui apparaît. Le 8, cette fièvre est à 40. Et là, si vous voulez, à partir de ce moment-là, tout ne va plus. On a un problème au niveau cardiaque, on a une insuffisance rénale, on la transfère en réanimation, on l'intube, on la ventile, et je crois que pendant un jour ou deux, et c'est ce qu'ont pas compris peut-être la famille Kabyle, on essaie de la faire survivre, si je puis dire, peut-être pas avec des mauvaises pensées, mais manifestement, elle est déjà, si vous voulez, l'encéphale, enfin, au point de vue cérébral, elle est déjà décédée. La façon dont elle respire n'est absolument pas normale, puisqu'on voit son ventre qui gonfle et qui dégonfle. Il y a 3 traits qui sont censés marquer la vie, et 2 traits sont droits, morts, et un seul fonctionne. Donc là, 2 traits sont plats. Oui, 2 traits plats. Il y avait 2 traits plats, et un est fonctionnel, et qui fait des courbes. Donc il y a des courbes, et là on se dit mais il est lié au respirateur. Mais le respirateur, même si la personne ne respire plus, forcément lui il fonctionnera puisqu'il y a de l'air qui passe. Et là on demande mais où est le cœur? Le cœur ne fonctionne pas. Et là il dit avoir oublié de brancher l'appareil. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il va pour chercher un appareil pour le brancher. Il revient et il dit je ne sais pas le brancher. Mais ce qui est étonnant, c'est que 2 jours après, l'appareil n'était toujours pas branché et il n'a jamais été branché. Donc encore une fois, parmi les questions qu'on a posées auprès de la justice, quand on voulait donc avoir le dossier médical, on ne trouve pas, parce qu'on voulait voir donc les tracés, au moins montrer s'il y avait de la vie, puisque c'est sur un disque dur, c'est mémorisé, il y a un nom, enfin on peut logiquement pas le falsifier. Et encore une fois, ces documents n'ont jamais été donnés et on n'a jamais vu la couleur du dossier médical de notre maman. Oui, alors donc effectivement, là encore, le dossier Jean-Paul Burnier, directeur de l'hôpital de Gonesse. Au moment de la demande, effectivement, nous n'étions pas encore sous application de ce qu'on a appelé la loi Kouchner sur les droits du malade, qui nous font maintenant obligation de remettre les dossiers sous 8 jours, ce que nous faisons régulièrement toutes les semaines. Nous remettions le dossier à la demande de la famille. Il était remis au médecin traitant. Au médecin traitant, lequel médecin traitant voyait le dossier avec la famille. Ce qui a été fait en l'occurrence. Donc le dossier a été remis au médecin traitant. Je peux même vous dire quand. Non, il a été remis au docteur. J'ajoute par ailleurs que le dossier, de l'intégralité du dossier, a été saisi, dans les conditions prévues par la réglementation sur la saisie de dossier médical, a été saisi également dans son intégralité. Par la justice. Par la justice, oui. Devant l'insistance de la famille à obtenir le dossier médical, le médecin-chef fait appel à des agents de sécurité ainsi qu'à la police pour évacuer les filles et la sœur de la défunte. Mais le dossier médical, ou tout au moins une partie, finira par être transmis au médecin de famille qui le remettra aux enfants de Madame Kabyle. Ma tante a demandé des explications donc au médecin qui était là, le docteur, et il lui a dit, elle a demandé est-ce qu'elle est morte en fait, parce que pour ma tante, ma mère était morte puisque ce fameux appareil où il y a 3 tracés dont le cœur, il y avait qu'un tracé qui fonctionnait, donc celui-là qui faisait fonctionner la fameuse pompe qui remontait le ventre en fait. Celui-là du cœur était plat. Elle demande au docteur qu'est-ce qu'elle doit dire aux enfants qui sont dehors et qui attendent, et il lui dit à la question est-ce qu'elle est vivante, que seul Dieu sait. Il lui remet son dentier
et lui remis sa montre. On est quel jour là? Là, on est le samedi 10 février. On sentait qu'il y avait vraiment un malaise, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et quand on a vu d'avoir tous les appareils, quand on a vu, on a bien vu qu'elle était morte, qu'elle était pas en vie. Donc c'est pour ça que nous sommes allés voir un avocat. Ma tante et ma sœur sont présentes à l'hôpital le jour où il déclare sa mort. Et le médecin c'est plutôt le chef de service qui les reçoit à la demande de ma famille pour avoir des explications, parce qu'apparemment ils ont provoqué un coma artificiel pour que ma mère puisse avoir des soins, d'après ce que j'ai compris, assez importants. Et en fait, il a un téléphone sur sa table quand il reçoit ma tante et ma sœur. L'appareil ne sonne pas et on peut penser qu'il aurait pu être son vibreur, mais même son vibreur, l'appareil sur une table bouge, fait un bruit. Il prend l'appareil, le téléphone, il regarde ma tante et ma sœur et il leur dit, voilà, ça tombe bien, on vient de m'annoncer la mort de votre maman. Voilà. Il faut savoir qu'entre la pièce du chef de service et la chambre où est ma maman, il y a 2 minutes, quoi, c'est juste à côté en fait. Donc ma sœur et ma tante vont dans la chambre de ma maman et elle est habillée tout en blanc avec une étiquette. Donc au moment où déclare la mort, elle est déjà habillée, prête à partir. Alors ma mère est officiellement décédée donc le 13 février 2001, mais il y a donc le docteur de famille reçoit un courrier de la part du docteur Nizou annonçant donc son décès, et ce courrier est daté du 9 février 2001. Donc c'est quand même incroyable, sachant qu'elle est morte le 13, comment il pouvait écrire un courrier le 9 disant que qu'elle vient de décéder dans des conditions surprenantes, en tout cas, c'est ce qu'il mentionne dans le courrier, et en date du 9 février 2001. Il n'y a aucun doute sur la date du décès de Madame Kabyle. Jean-Paul Burnier. Il y a eu un acte de décès qui a été signé par le médecin-chef du service le 13 février 2001. La famille a été d'ailleurs reçue dès le lendemain, le 14 et le 15, par mes services. Le corps a été transféré le jour même à la chambre mortuaire du centre hospitalier. Bien. Un acte de décès, il n'y a pas de trafic sur un acte de décès. En l'occurrence, ce qui est signalé ici, c'est que le docteur aurait reçu un courrier signalant là. Non mais je veux dire, là aussi, sur ces questions-là, si enquête de police il doit y avoir, on est tout prêt à répondre à ces questions, bien entendu. On a toujours dit que notre maman est morte dans la nuit du 9 au 10, parce que le 9 on l'a laissée, elle était en vie. Et le 10, on l'a retrouvée dans une situation où on a bien vu qu'elle est morte, puisque les appareils montraient 2 traits plats et un trait avec une courbe, mais qu'on associait au respirateur artificiel. Et qu'à partir de là, on sait que notre maman était morte. Lettre envoyée par le médecin-chef de l'hôpital de Gonesse au docteur médecin de la famille Kabyle en date du 9 février 2001. Extrait. Pendant son séjour en réanimation et malgré la poursuite d'un traitement antibiotique, décès par choc septique. Le myélogramme est en faveur d'une acutisation qui n'était évidemment pas possible de traiter dans un tel climat septique. Signé, Dr. 9 février 2001. Il me propose tout de suite, sur le coup, alors que moi j'arrive, je vois ma mère, j'allais dire emballée, mais c'était tout comme, du sang sur les lobes des oreilles. Quand je la vois, elle a une espèce de sparadrap qui couvre tout le thorax, enfin qui va de l'épaule gauche à l'épaule droite. On a eu une explication sur sa cicatrice, on sait pas à quoi. Alors qu'initialement, elle est hospitalisée pour une douleur au mollet. Exactement, oui. Et qu'elle a une anémie. Donc là, on n'a aucune explication. Je suis le docteur Courtois et je suis le président d'une association qui s'appelle l'Association LAVAC, qui s'occupe de toutes les victimes d'erreurs médicales en France. Vous avez pu consulter le dossier médical de la défunte Liliane Kabyle. Oui.
Oui, tout à fait, monsieur. Qu'est-ce qui vous a particulièrement surpris? Ce qui me surprend, c'est le dossier en général. Si vous voulez, dans ce dossier, pendant plusieurs jours, les bilans ne relèvent aucune anomalie, tout va bien. Et puis, on a une apparition d'une fièvre, on a une fièvre à 40, on a une péricardite, on dit, c'est un problème infectieux, on fait un traitement infectieux, et malgré ça, on va vers une défaillance multiviscérale et vers un décès. Est-ce qu'il y a quelque chose dans les rapports hématologiques, les examens hématologiques? Non. Si vous voulez, là, c'est certain que du vivant de Madame Kabyle, il n'y a aucune modification, si vous voulez, de hématologique, puisque on a trouvé cette fameuse cellule tumorale ni dans le sang périphérique, ni même dans la moelle osseuse, puisqu'il y a eu une ponction sternale qui a été faite. Donc, il est évident que tous les examens faits du vivant de Madame Kabyle n'ont pu orienter en aucune façon vers le diagnostic post-mortem. Mais aussi, monsieur, ça existe, hein, donc toutes les hypothèses sont possibles. Hein. À quelles hypothèses est-ce que vous avez pu songer, docteur? J'imagine que la première qui vous est sans doute venue à l'esprit, c'est celle d'une erreur médicale. Si vous voulez, ce qui m'inquiète aussi un petit peu dans cette affaire, c'est que, selon la famille Kabyle, on a approché, si vous voulez, cette famille de la part de la direction de l'hôpital pour parler d'abord d'une infection nosocomiale, pour parler d'un aléa thérapeutique et pour parler finances. Et puis, voyant la réticence et le refus de la famille Kabyle, après ça, si vous voulez, on s'est cantonné sur le fait que tout allait bien et qu'elle est morte parce qu'elle avait une maladie qu'on n'a pas pu découvrir, qu'on a découvert après sa mort, mais qu'il n'y avait que ça. Ce qui m'ennuie surtout, monsieur, c'est que on ait diagnostiqué une maladie post-mortem dans un dossier sensible et qui pose problème. Le dossier médical tel qu'il est, tel que je l'ai entre les mains, ne permet pas de faire un diagnostic, et tout va reposer sur le diagnostic fait par un médecin sur l'autopsie, alors que cette autopsie est contestée par la famille. C'est ça qui me gêne. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est que l'hôpital joue franc jeu, et puis dise oui, où il y a une, parce qu'on parle d'une erreur de malade, on parle d'une intervention qui aurait été réalisée, qui n'aurait pas dû être réalisée. Si vous voulez, on a un dossier qui est totalement flou, on a un dossier médical qui permet pas de se faire un début de commencement d'idée, et on a simplement un diagnostic post-mortem sur une autopsie, et on en reste là. C'est ça c'est la première fois que je vois un dossier aussi compliqué. On a donc rapidement entamé une procédure pour connaître les causes de décès de notre maman. Et parmi cette procédure, nous avons donc demandé avec insistance une autopsie pour savoir vraiment, pour avoir la vérité sur la mort de notre maman. 6 mois plus tard, et là on remercie donc le procureur Bottine, il a fait transmettre le rapport d'autopsie à l'avocat qui nous le transmet. Et au moment de nous transmettre le document, quand elle nous reçoit, elle nous dit écoutez, quand vous lirez le dossier, vous allez voir, les murs vont tomber. Et là on la regarde, on comprend pas trop ce qu'elle veut dire, et effectivement, quand on a lu le dossier, les murs sont tombés d'une certaine façon, puisqu'on découvre que la personne autopsiée n'est pas notre maman. Pourquoi? Parce que cette personne était de race blanche, cette personne avait une seule oreille percée, donc apparemment portait qu'une seule boucle d'oreille, alors que notre maman avait les 2 oreilles percées et portait 2 boucles d'oreilles. Cette personne mesurait 1m65 alors que notre maman mesurait 1m60. Cette personne pesait 82 kg alors que notre maman pesait 70 kg 500 de son vivant. Quel corps ont-ils autopsié ce jour-là? Jusqu'à l'heure, encore une fois, aucune réponse. De plus, le jour de l'autopsie, 2 réquisitions à personne portant le nom d'Eliane Kabyle sont signées par le même capitaine de police à la date du 19 février 2001. 2 corps au nom d'Eliane Kabyle sont transférés à l'Institut médico-légal de Garches. L'un est extrait de l'hôpital de Gonesse, l'autre du funérarium de Villetaneuse. C'est pour toutes ces raisons, donc je pense que oui, il y a un trafic d'organes, puisque la coupure, on l'a su après, c'est une nouvelle technique qui fait qu'on peut faire ce qu'ils appellent la levée des organes. Et que pour nous, elle est morte le 9, c'est-à-dire que le vendredi, lorsque moi je la descends, les appareils sonnent. Donc entre le 9 et le 10, elle a dû décéder. C'est pour cela que ma tante
va le samedi et mon frère aussi, et elle est soi-disant dans un coma. C'est-à-dire que les appareils enfin, il y a qu'un trait, quoi, qui fonctionne. Et avec le recul, on pense que c'était pour conserver les organes. Et on pense aussi que tous les examens qu'elle a eus à son premier séjour et à son deuxième séjour, c'était pour une compatibilité. Avec un éventuel receveur. Exactement. Parce qu'avec le recul, on se pose des questions et c'est comme un puzzle en fait, et on essaie de savoir pourquoi ça, et on pense que toutes les choses qu'ils ont faites, elles avaient un sens, peut-être pas pour nous, mais pour eux, oui. Mais peut-on prélever des organes sur le corps d'une femme de 64 ans ? Renseignements pris auprès de Yolande Bertrand-Laborde, rédactrice en chef de la revue Revivre, spécialisée dans la promotion du don d'organes. Selon elle, il n'y a pas d'âge limite. Quelles sont alors les autres conditions médicales nécessaires pour prélever un organe chez un malade décédé ? Pour qu'il y ait prélèvement d'organes, il est évident qu'il doit s'agir d'organes en parfait état. D'accord ? Ça veut dire qu'on ne peut prélever que sur un défunt qui est décédé à l'hôpital avec une mort encéphalique, c'est-à-dire un arrêt total du cerveau. Il n'y a plus aucune fonction de commande qui soit assurée. C'est constaté à 3 heures d'écart par 2 équipes médicales qui procèdent à des examens, dont l'électroencéphalogramme, qui doit être rigoureusement plat. D'accord ? Mais ce corps doit être en réanimation, sous respirateur, maintenu à température, à cœur battant, de façon à ce qu'on assure la circulation du sang et l'oxygénation des organes pour qu'ils soient en état de marche, excusez-moi de l'expression, mais en tout cas, ils doivent être maintenus en parfait état. Et avant tout prélèvement, on va procéder à des analyses et à des examens de laboratoire pour s'assurer que le donneur n'est pas porteur d'une maladie transmissible ou d'un virus ou de quelque défaut que ce soit qui pourrait être transmis au receveur et qui pourrait donc mettre sa vie en danger là où au contraire on a envie de la sauver, bien évidemment. Tout prélèvement ou toute greffe sont faits dans le cadre d'établissements de l'assistance publique uniquement. Il n'y a aucun établissement privé. Et en plus, pas tous les établissements de l'assistance publique, ce sont des établissements qui répondent à un cahier des charges extrêmement précis et qui ont reçu un agrément. Donc c'est vraiment très très cadré. Il n'y a pas de possibilité de débordement. Est-ce qu'on peut en France acheter ou vendre un organe ? Non, pas en France. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc ça fait quand même beaucoup d'éléments. Et devant tous ces éléments, le juge ne pouvait nous apporter qu'une seule réponse, c'est qu'il faut exhumer. Je me rappelle encore la veille avoir appelé l'avocat pour savoir précisément à quelle heure on devait se rendre au cimetière pour être présent lors de l'exhumation, puisqu'on avait vu au travers d'un article de loi, c'est le 2213-40 du code de la police funéraire, ou qu'on peut trouver dans le code de la collectivité territoriale, que la famille doit être présente lors de l'exhumation et que le premier coup de pioche ne peut se faire sans la présence de des parents les plus proches. Et donc ce jour-là, on est arrivé précisément donc à 5h30 du matin au cimetière de Sarcelles, donc c'est vrai que c'était tôt, et on attendait donc devant les grandes portes, on attendait avec des amis, la famille naturellement. Les premiers sur place, c'était nous. On attendait la voiture tranquillement, et puis à 6h du matin, il y a une personne qui on voit en tenue avec un bleu, avec une pioche, qui s'apprête à rentrer dans l'enceinte du cimetière. Là, on se dirige vers cette personne précipitamment et on se présente en disant que nous venons, pour l'exhumation, et est-ce qu'on peut rentrer avec lui ? Et là, il nous dit d'une façon catégorique non. Vers 8h du matin, l'averse se déclare. Maître Gilbert Collard. Une pluie abondante tombe sur le cimetière, comme s'il fallait, en plus, cet élément dans le décor sinistre. On a tout dans cette histoire. Même la météo se met de la partie scénarique.
l'autorité municipale, communale, décide à ce moment-là, en raison de la pluie, que la famille ne pourra pas assister à l'exhumation. J'ai reçu l'ordre de laisser rentrer personne. Par peur de quoi? Que les membres de la famille tombent dans la fosse? En tout cas, la commune exhibe un règlement qui est inapplicable, qui n'a aucune portée par rapport à la loi commune. Mais le fait est qu'on empêche la famille d'assister à l'exhumation. Bon, ce qui est absolument illégal, ce qui est absolument anormal, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Parce que si les familles ne peuvent assister aux exhumations que les jours de grand soleil, c'est quand même donner une sacrée limitation météorologique à l'application de la loi, qui, elle, veut que la famille soit présente. Donc, pour faire simple, la famille n'a pas pu assister à l'exhumation parce que ce jour-là, il pleuvait. Normalement, c'est même pas normalement, c'est légalement. L'exhumation exige la présence d'un fonctionnaire de police. Ou de deux. Alors, ce jour-là, il n'y avait pas de fonctionnaire de police. Quand on rentre à 8h du matin avec la criminelle, c'est que tout est déjà fait. C'est que et puis non seulement tout est déjà fait, mais il y a plus d'une dizaine de personnes dans l'enceinte du cimetière. Et là, on pose la question au juge parce qu'on se dit comme c'est pas normal. Comment se fait-il qu'on voit une seule personne rentrer? Donc, à quelle heure sont rentrées toutes ces personnes, sachant qu'on est là depuis 5h30 du matin? Pour que l'autopsie ait lieu, c'est inévitable. On procède à l'exhumation du corps de Madame Kabyle le 30 juin et on le réenterre, si je puis dire, le 1er juillet 2003. C'est à partir de cette opération d'exhumation et de réenterrement que quelque chose d'assez anormal va se produire. Les documents relatifs à cette opération figurent dans le dossier d'instruction. Ils montrent que le cercueil de Madame Kabyle aurait pu faire l'objet d'une exhumation et d'une réinhumation le 25 juin précédent sans que la famille ait été informée. C'est-à-dire que, pour parler en langage clair, parce que dans cette histoire macabre, les choses peuvent quand même paraître compliquées, il y aurait eu, sans que la famille le sache, il y a eu une exhumation et une réinhumation le 25 juin et la famille n'a pas été informée. Document versé à l'instruction envoyé par le capitaine de police au responsable des pompes funèbres de Sarcelles. Nature des opérations, transport aller-retour du corps de Madame Kabyle du cimetière de Sarcelles à l'Institut médico-légal de Garches, en date du 25 juin 2003, soit 5 jours avant l'exhumation légale. Il a fallu pratiquement 12 personnes pour lever le cercueil, tellement il était lourd. Et j'entends encore cette personne dire que si les deux autres venaient pas l'aider, qu'il lâchait le cercueil. Et c'est là où on a réalisé vraiment le poids de ce cercueil. Et je trouve bien dommage aujourd'hui justement que nous n'avons pas les photos pour montrer vraiment le nombre de personnes qu'ils étaient à porter ce cercueil, ce qui n'est vraiment pas normal. Sachant que vous étiez 4 à le porter en terre au moment de son inhumation. Oui, 4 à le porter en terre au moment de l'inhumation, mais ceux 29 mois et demi avant. Donc 29 mois et demi avant, le cercueil peut pas prendre autant de poids dans le temps. Bien au contraire, le corps perd parce que il y a la décomposition naturelle qui se fait, mais il y a aussi également le cercueil qui lui-même s'abîme avec le temps, et peut-être même que même le cercueil n'aurait même pas dû être présent tel que nous l'avons vu, parce qu'il était vraiment en très très bon état, alors que une personne des pompes funèbres nous avait dit attendez-vous à repayer un autre cercueil parce que celui-là sera abîmé. Et je pense que ce qu'il disait était sensé et puis logique. Je pense que c'est vraiment dû se passer de cette façon-là. Nous reposons encore également la question, comment se fait-il que le cercueil qu'on sort de terre le 30 n'est pas celui qu'on a mis en terre le 26 février 2001?
Donc la forme n'est pas la même, les poignets sont pas les mêmes, la croix qui figurait dessus n'est plus, et en plus donc la personne qui nous a vendu le cercueil confirme que c'est pas celui-là qu'elle nous a vendu. On lui a montré les photos et à partir des photos, il nous dit non, ça c'est pas le cercueil que je vous ai vendu. En plus, on n'a pas de cercueil comme celui-là. En outre, ils se sont rendus compte, vraiment, et on avance dans les détails macabres, hein, qu'un autre de leurs parents inhumé dans la tombe familiale, une dizaine d'années plus tôt, ne s'y trouvait plus. Alors, bon, ça pourrait faire une histoire macabre et en même temps burlesque, hein. Mais là, ça devient, parce qu'on est malheureusement dans la réalité, quelque chose de tout à fait effrayant. Un cadavre disparaît, et puis un cercueil n'est plus le bon. Alors la question à ce moment-là, pour la famille de la défunte, se pose de savoir ce qui s'est passé. Donc le lendemain, on se rend donc à l'Institut médico-légal de Garches pour assister à l'autopsie du corps de votre mère. Du corps donc de notre supposée maman. Quand ils ont ouvert ce cercueil, nous on se retrouvait donc derrière une vitre, une partie vitrée. Donc il y avait l'avocat, ma tante et moi-même, et il y avait deux policiers de la criminelle qui étaient juste à côté de l'entrée, et ils avaient donc du baume du tigre, donc qu'ils mettaient dans les narines pour l'odeur. Donc je leur ai demandé donc de ce baume que j'ai mis également moi-même dans les narines pour éviter l'odeur, parce que l'odeur était vraiment très très forte, et même malgré le baume du tigre, l'odeur était très très impressionnante en tout cas. Et au point où vraiment 3 jours après, j'avais encore l'odeur, je sentais encore l'odeur qui sortait en tout cas de ce cercueil. Quand ils ont ouvert donc ce cercueil, ce qui m'a étonné, enfin ce qui nous a étonné, c'est que l'autopsie s'est pratiquée, ils n'ont pas sorti le corps pour le mettre sur la table qui était prévue à cet effet, et on n'entendait rien et on ne voyait rien. Donc à partir de là, ma tante a pris les devants, elle est rentrée dans la pièce, et moi je l'ai suivie. Et là, on a découvert vraiment l'horreur. Vraiment, on a découvert des choses surprenantes, parce qu'on a vu un cadavre qui ne ressemblait à rien du tout. Et une quantité de chair fraîche, mais vraiment fraîche. Quand je dis fraîche, c'est qui ne correspondait pas au nombre d'années passées sous terre. Et encore une fois, ce qui me surprend, c'est qu'il n'y a pas besoin, d'être médecin pour se rendre compte de quoi je parle. Il y avait du sang présent, et ça c'est pas possible, pas après 2 ans et demi sous terre. Il y avait de la matière jaune, donc des parties de graisse vraiment extrêmement fraîches, très claires. Et puis surtout, ce qui était surprenant, c'est qu'il y avait une petite cage thoracique qui ne pouvait être que celle d'un enfant. Nous sommes allés voir un médecin légiste qui nous a commenté les photos de l'autopsie. Mais d'abord, que reste-t-il d'un corps 29 mois après son inhumation? Docteur Chuc, médecin légiste. C'est un état de squelette, hein. C'est un état de squelette, on retrouve que les os. Des fois, quelques traces un petit peu de tissu musculaire, mais sans plus, on retrouve les dents et les os. On n'est pas censé retrouver de la chair ou du sang? Non, du tout. Non, pas du tout. Et il y en a qui sont un petit peu flous. Ouais, donc effectivement, là, c'est un corps, on voit des cercles massifs crâniens, un petit peu un corps, ça a l'air d'être un corps d'enfant, je sais pas forcément. Alors, d'après les témoins qui m'ont apporté ces photos, le fond du cercueil était maculé de sang. Ça me semble un peu étonnant 29 mois après. Le sang, ça s'oxyde normalement. Ça s'oxyde, ça se dissèque, ça se dessèche. Du sang, c'est-à-dire ce qu'on appelle, un liquide rouge. C'est ça, on parle bien de la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'il avait la couleur rouge. Hein. Oui, c'est pas du sang coagulé, rouge foncé. Ça me semble difficile à comprendre. Maintenant, si vous me présentez un corps dans un cercueil, qui a été protégé, je pense qu'on peut retrouver, mais beaucoup plus disséqué, plus sec que ça. Pas sanguinolent, c'est sûr qu'on ne retrouve pas des tissus sanguinolents. Donc moi, ce qui me semble étonnant, c'est les cheveux, parce que normalement 29 mois après, vous ne retrouverez pas de cheveux comme ça. En tout cas, pas sur le crâne. Oui, exactement. C'est très peu probable, très peu probable.
au cours du déroulement de cette autopsie, ce qui nous a surpris, c'est qu'à un moment donné, il y avait donc son assistant qui sort un bracelet, de je ne sais où d'ailleurs, puisque, encore une fois, dans les parties présentées dans le cercueil, il n'y avait pas de bras, il n'y avait pas de jambes, il n'y avait pas de... c'était vraiment une horreur. Et il sort ce bracelet, et là il dit, mais ce bracelet ne nous appartient pas. C'est un bracelet d'identification qu'on pose sur les cadavres, mais c'est le bracelet posé par la partie médicale, donc en l'occurrence l'Institut médico-légal. Le médecin légiste a écrasé le pied de son assistant lorsque celui-ci a dit que le bracelet n'est pas de chez nous. Et là, on a fait un petit sursaut en regardant, et là le juge n'avait pas le choix de poser la question directement au médecin légiste en lui disant: est-ce que ce que votre assistant est en train de dire, est-ce que c'est vrai? Et là, lui a confirmé en disant effectivement, ça n'est pas de chez nous et ça n'est pas de Gonesse non plus. Le second élément qui nous permet de confirmer que c'était pas notre maman qui était autopsiée, en tout cas ce jour-là, c'est son dentier. Parce que, bon, après 2 ans et demi sous terre, il est clair que je pense que personne pourrait reconnaître un membre de sa famille. Et on pensait pas pouvoir la reconnaître, mais on avait son dentier, et on s'est dit, un petit peu comme dans Cendrillon, pour être sûr que c'est vraiment elle, il faut que le dentier s'ajuste à sa mâchoire. Notre objectif, c'était aussi quand même de pouvoir faire le deuil. Or, quand on a parlé du dentier, ils ont fait des bons. Ils s'attendaient pas au fait qu'on ait le dentier sur nous et qu'on demande justement d'intégrer le dentier à la mâchoire pour voir s'il va. Chose qu'ils n'ont pas faite d'ailleurs, puisque le dentier était dans un liquide et que dans ce liquide il y avait donc de l'ADN. Le dentier aussi possédait de l'ADN. Je rappelle quand même que c'est quand même un des plus grands professeurs de médecine légale en France. Il a mentionné d'ailleurs dans le rapport d'autopsie, et on peut le lire, qu'il a lavé les mâchoires, lavé le dentier, alors que le juge à ce jour-là lui avait dit qu'on ne peut pas déplacer le dentier vers la mâchoire, qu'il fallait d'abord prélever l'ADN sur les 2 parties, parce que si on prenait le dentier, on allait altérer et enlever l'ADN. Donc le juge avait du bon sens à ce moment-là, puisque lui-même avait voulu vider le liquide dans le lavabo, et elle lui a dit non. Et ma tante d'ailleurs était intervenue dans ce sens-là en disant, dans le liquide, est-ce qu'on peut trouver de l'ADN? Le juge a dit oui, bien sûr. Donc elle a dit, bon, il faut pas le jeter alors. Et là, le juge lui a dit, bien sûr, faut pas le jeter. Et le professeur a dû conserver donc le liquide ainsi que le dentier. Mais par la suite, il a lavé le dentier, et c'est marqué noir sur blanc dans le rapport d'autopsie. Et il a également marqué qu'il a lavé les mâchoires, mais ça on l'avait vu le faire. Et il mentionne en conclusion qu'il n'y avait pas assez de matière pour lire l'ADN sur ces 2 parties. La conclusion est évidente. S'il a lavé le dentier, il a lavé les mâchoires, l'ADN est difficile à lire. Mais est-ce normal? On m'a répondu, et ça c'est le directeur du cabinet du ministre de la Justice, que l'erreur est humaine. Mais je trouve qu'il y a beaucoup d'erreurs comme dans ce dossier. Guillaume Bessas, prothésiste dentaire, compare les photos prises des mâchoires du cadavre autopsié avec le dentier de la défunte Eliane Kabyl. Finalement, moi, ce qui me semble étonnant sur ces photos, c'est que la mandibule ne semble pas correspondre au maxillaire. C'est-à-dire que la taille de la mandibule et la taille du maxillaire laissent supposer que ça n'appartient pas à la même personne. Voilà. Ça, c'est ce que je peux dire. Si je prends les photos des mandibules et du maxillaire et les photos des appareils dentaires, a priori, ça correspond pas. Moi, d'autant plus que si ces photos sont à l'échelle 1, il est quasiment pas possible de remettre ces appareils sur ces mâchoires. Sur la photo de la mandibule, ce que je peux rajouter, c'est que, contrairement, je crois, à ce que j'ai dit peut-être au départ, c'est vrai que cette mandibule, de par sa taille et son importance, ce serait étonnant que ce soit une mandibule humaine, mais bon, ou alors ce serait un type masculin avec une forte musculature. Tu dois voir ce document-là. En fait, ça c'est le compte rendu c'est le procès verbal, excuse-moi, de l'autopsie.
Donc là, en fait, ils te disent que prenons une photo du cercueil fermé. Et en fait, la question qu'on se pose à ce moment-là, quand ils disent ça, c'est à quel moment ils ont brisé les scellés. Parce qu'ils te prennent une photo du cercueil fermé, et après c'est marqué « Ouvrons le cercueil en retirant les écrous ». Le greffier écrit à chaque fois, chaque étape. Donc là, ils te disent « Prenons une photo du cercueil fermé, ouvrons le cercueil en retirant les écrous, prenons une photo du cercueil ouvert ». Et à quel moment ils brisent les scellés. La question elle se pose, pourquoi ? Parce qu'en fait, les scellés étaient déjà brisés. En fait, si tu veux, sur le cercueil, le jour lorsque tu enterres la personne, tu as en fait un seau sur chaque extrémité du cercueil. Et donc là, le scellé était brisé. Là aussi, on a un document où, c'est un des courriers qu'on avait joint au juge à l'époque des faits, quand on a eu le rapport de la première autopsie, enfin de la deuxième autopsie, pardon. Ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'en fait, et bon, je vais le lire, donc le rapport d'autopsie notifié porte en effet la date du 30 juin 2003, alors que les opérations auxquelles les parties civiles ont assisté ont eu lieu le 1er juillet 2003. Ce qui signifie qu'en fait le rapport a été tapé avant même que l'autopsie ait eu lieu. Le 30 juin 2003, donc on a fait l'exhumation, on avait demandé à faire une veillée funéraire, qui nous a été refusée. Et lorsqu'on voit qu'en fait le rapport a été tapé le 30 juin, on se demande, la question qui s'était posée à l'époque, c'est pourquoi on nous avait refusé cette veillée funéraire. Donc là, c'est peut-être une réponse en fait. Il fallait pas qu'on assiste à cette veillée parce qu'ils avaient besoin du contenu, de ce qu'il y avait dans le cercueil, je sais pas. Mais ce jour-là, en tout cas, ils ont tapé le rapport d'autopsie. Du fait que les dates ne sont pas bonnes, il y a un article l'article 173 du Code de procédure pénale qui annule ce rapport. C'est-à-dire que si le rapport est annulé, c'est-à-dire que l'autopsie n'est censée ne pas avoir eu lieu, donc il faut refaire une autopsie. Mais ça, c'est la loi. Et la réponse du juge à l'époque, elle a été la suivante, et je sais pas de quel code elle parle, ça a été erreur de plume. Alors que nous citons un code, le 173 du Code pénal, de procédure pénale, elle cite, je sais pas, erreur de plume. Je vous assure, ce qu'il y a de plus spectaculaire dans cette affaire, une fois qu'on a évoqué tous les aspects macabres, c'est de constater à quel point on n'est pas aidé. Et à quel point on fait figure d'originaux, quoi. De gens qui relèveraient de la psychiatrie. On n'est pas loin de dire, mais enfin, que signifie tout ce remue-ménage pour une histoire de dépouille qui aurait disparu. C'est ça qui est hallucinant. Alors qu'on devrait objectivement s'indigner, parce qu'on touche vraiment au fondement de la civilisation, là. Hein, on touche au respect dû aux morts. Eh bien non. Non. L'enquête traîne, l'hôpital se permet, par la bouche d'un médecin, de tenir des propos désobligeants sur la famille. La commune fournit des explications qui tiennent pas la route. On pérore, on argumente. Et il n'y a pas, en dehors de ce qui est notre attitude, d'indignation des autorités. C'est ça qui est grave, à mon avis. Quel intérêt peut-on avoir à faire disparaître un cadavre ? C'est la question qui m'y fait penser. Je ne vois pas l'intérêt que l'on peut avoir à faire disparaître un cadavre. Sinon pour se livrer au trafic d'organes. Ou alors, seconde hypothèse, qu'on n'a pas le droit non plus de négliger tout de suite, on fait n'importe quoi. On est dans un désordre absolu, dans une négligence totale, et les services des pompes funèbres font mal leur travail, ce qui a des conséquences dramatiques. Mais on n'a pas le choix pour une troisième solution. Hein. Ou c'est le trafic d'organes, ou c'est l'immense bordel insupportable.
on voit bien qu'il n'y a pas de justice, il n'y a rien. Enfin, les juges sont là, mais ils vous ferment la porte au nez. Et peut-être parce que... alors après, on peut aussi se poser des questions. On peut se poser toutes les questions, de toute façon, on n'a aucune réponse. On peut se demander, est-ce que parce qu'on est noir? Est-ce que parce qu'on s'appelle aussi kabyle? Parce qu'il faut savoir aussi que les musulmans, quand ils enterrent, quand ils ont leur mort, ils les enterrent très rapidement, ils ne font pas d'autopsie. Donc est-ce que c'est aussi des gens qui sont on va dire que c'est une population qui est intéressante pour faire un trafic, parce que à la limite on peut les assassiner librement dans les hôpitaux, parce qu'après ils font pas d'autopsie. Donc comme ça, le corps en fait il est recyclé aussi. Un mort aussi ça sert. Hein. Donc tant qu'à faire, autant faire la totale. Hein. Pourquoi pas? Il y a vraiment donc aujourd'hui, bon, cette affaire, on peut dire oui, elle est médiatisée, mais est-ce qu'elle est entendue par les personnes concernées, c'est-à-dire importantes, les personnes qui peuvent vraiment, en tout cas, apporter, en tout cas, une lumière au travers de cette affaire? Et ma question, ma grande question d'aujourd'hui, c'est comment se fait-il que dans certaines histoires, il y a une bataille de leur part pour justement apporter cette lumière, et pourquoi nous, la famille kabyle, nous n'avons aucune manifestation de leur part, en tout cas pour nous apporter cette lumière dans cette douloureuse histoire que nous vivons, parce que c'est vrai que et encore quand je dis douloureux, je ne sais pas si le mot est pesé, c'est l'horreur. D'ailleurs, c'est vrai, je ne sais même pas moi-même comment on fait pour tenir avec une telle horreur, puisque je repense encore à un psy que je suis allé voir, enfin ma famille a été le voir. Parce qu'on voulait quand même savoir si c'est nous qui déraisonnons, si ce que nous vivons était normal, si avec une histoire pareille, est-ce qu'on était encore normal. Et ce psy m'a posé 2 questions. Il m'a dit, écoutez, avec une histoire comme vous la vivez, il y avait deux solutions qui s'offraient à vous. Elle me dit, la première, le suicide, et le deuxième, l'asile. Et elle me repose une 3e question, et elle me dit, est-ce que vous faites partie de ces 2? Je lui dis non. Alors elle me dit, estimez-vous heureux, tout simplement. Et là, très sincèrement, j'ai compris son message, et je me suis dit, c'est vrai, elle a vraiment raison, parce que n'importe quelle famille avec une histoire aussi horrible que ça, c'était soit le suicide, soit l'asile. Et nous, on est encore là, et du coup, c'est comme si on est des miraculés, quelque part. Mais hormis ce fait, nous voulons quand même une réponse, même si on est des miraculés. La réponse, c'est qu'est devenue notre maman? Qu'est devenu notre frère Philippe? De quoi est-elle morte? Et là, c'est des questions simples, mais qui dérangent énormément, puisque quand on les pose au pouvoir public, quand on les pose au niveau de la justice, mais je me dis, bon, en tout cas, je souhaite sincèrement, et j'espère en tout cas que tout le monde n'est pas pourri, et que parmi les politiques, parmi la justice, si une minorité entend en tout cas ce message, qu'il nous contacte et qui nous permette en tout cas d'apporter la lumière au travers de cette histoire, parce que c'est vraiment une véritable horreur. Et l'horreur, elle vient surtout du silence de ces différents partis. Je crois que la manière dont on traite les morts est l'expression universelle de la manière dont on peut traiter les vivants. Et l'indifférence politique, judiciaire, journalistique même, qu'on oppose à la légitime réclamation de cette famille est un des éléments forts de l'expression de cette indifférence pour le respect qu'on doit aux morts. On passe pour des cinglés, on passe pour des agités, pas loin si on passe pour des sorciers, alors qu'en définitive, on est responsable de rien. C'est pas nous qui avons provoqué la substitution ni le changement de cercueil. Alors la seule question, c'est est-ce que c'est illégitime quand on constate que un cercueil a été changé et que la dépouille n'est pas celle du défunt, mais d'un autre défunt qui n'appartient pas à la famille, de s'en indigner? Je crois pas. Ça paraît légitime, normal,
Bon, il faut quand même maintenant que la justice, même si un 4e juge devait arriver, se mette sérieusement au travail, parce que on ne lâche pas. Vous comprenez? On ne lâche pas. Alors, beaucoup de gens pensaient que, au fil du temps, la famille se découragerait, que je me désintéresserais. Non, 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 non. Le silence assourdissant auquel se heurte la famille Kabyle depuis maintenant 6 ans nourrit les hypothèses les plus extravagantes et ont donné lieu à des accusations graves. Pourtant, elles n'ont fait l'objet d'aucune plainte en diffamation. Plus encore, la famille Kabyle a déposé 3 plaintes, l'une pour homicide involontaire, l'autre pour substitution de cadavres et la 3e pour faux et usage de faux. Aucune d'entre elles n'ont jusqu'à présent abouti. Merci à Thierry Kabyle, Lucie Kabyle, Dr Chuc, Guillaume Bessas, Jean-Paul Burnier, Dr Courtois, Maître Collard, Yolande Bertrand-Laborde. La double disparition d'Eliane Kabyle, réalisée par Gilles Davidas, mixée par Claire Levasseur, producteur coordinateur Alexandre Hérault, un documentaire de Khaled Sidmohan.